Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en ce jeudi 5 mars 2026. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie si vous nous rejoignez à l'instant. Dans votre émission consacrée à l'actualité des marchés financiers, on s'essaye, et c'est pas facile actuellement, mais en tout cas de débusquer l'actualité la plus impactante et la plus récente pour vous, vous aider à affiner vos stratégies d'investissement ou de trading le mieux possible, ou bien tout simplement comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure et face auquel tous les paradigmes qu'on connaissait s'effritent les uns après les autres. Il est l'heure de retrouver Eric Seban et son Chronodax. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafic, un réseau de traders indépendants franchisés. Eric, même question pour tous les indices. Les niveaux atteints sur le DAX sont-ils des points d'entrée intéressants, ou au contraire, le manque de visibilité, l'imprévisibilité d'une guerre, quelle qu'elle soit, doit nous inciter à la prudence et peut-être nous offrir le temps du recul actuellement? Oui, de toute façon, dans des circonstances comme celle-là, il est évident qu'il ne faut pas se précipiter. Si vous avez un retour vers des plus bas sur lesquels on a déjà rebondi, des doubles appuis, des ranges, peu importe, des replis dans une tendance haussière, on achète quand le climat est propice à cela, et là, il n'est pas du tout. Évidemment, il n'y a pas de visibilité, bien que je remarque, mais alors, attention, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous raconte, et en tout cas, certainement pas pour prendre des conseils auprès de moi. Je vois que des investisseurs jouent déjà le rebond. Je le vois à travers les options. On n'avait pas d'augmentation du nombre de contrats d'options lundi et mardi, alors que ça baissait fort. Alors que on savait que maintenant il y avait une guerre, donc on aurait pu avoir un mouvement de baisse important. Il n'y a pas eu de panique, il y a eu une augmentation du nombre de contrats. On n'a pas du 1000 points depuis jeudi, oui, d'accord, mais il n'y a pas de panique du tout. Et j'ai vu que justement le nombre de contrats n'était pas en augmentation, donc ça démontre évidemment déjà que tout ce qui était anticipé, prévu, analysé les dernières semaines, à savoir que les gérants étaient protégés, se confirme. Sinon, on aurait eu une ruée vers le nombre de contrats d'options, notamment les puts, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc pas d'augmentation du nombre de contrats d'options lundi et mardi, augmentation hier, avec une augmentation du nombre de calls, donc des options de hausse. C'est pour ça que je disais à l'instant, certains jouent déjà le rebond. C'est une information très court terme, et évidemment certainement pas une indication d'achat. Donc pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on est sorti de la zone de latéralisation par le bas. Donc est-ce que c'est une fausse sortie? On le verra, mais pour l'instant on n'en sait rien. Disons que pour l'instant, dans le contexte actuel, la fausse sortie indique que on n'est pas vraiment haussier à très 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 court terme. Si on n'est pas baissier non plus, on peut envisager une période de stabilisation pendant laquelle on va observer comment se déroulent les choses et peut-être à ce moment-là prendre des décisions. Mais pour l'instant, c'est de la certitude, c'est pas la panique, mais les informations ne sont pas bonnes. Bon, donc sur le plan de chartiste, c'est clair que on a plutôt une faiblesse. On est maintenant passé du côté baissier par rapport au début de l'année, mais comme je vous l'ai déjà dit ces dernières semaines, je n'envisage pas de baisse forte. Même avec un événement aussi important que celui-ci, ça ne baisse pas fort. Pourquoi? Parce que toujours les mêmes raisons. Les gérants sont protégés, ils n'ont pas de raison de vendre. Jusqu'où? J'en sais rien. Mais il va falloir descendre beaucoup plus bas quand même. À mon avis, au moins sous 23 000. On pourrait commencer déjà à avoir quelques indications du niveau de protection. Je pense qu'ils sont protégés un petit peu plus bas quand même. Donc jusqu'à 23 000, on est à peu près tranquille. Donc si la première réaction n'a pas été de la panique, alors on va avoir justement, parce que ceux qui sont investis en actions sur le long terme n'ont pas eu besoin d'agir, on va commencer à avoir doucement des arbitrages qui vont se mettre en place en fonction des différentes informations. Pour l'instant, on a quoi? On a l'inquiétude principale, c'est l'énergie. Donc petite réassurance hier, mais bon, qui vaut ce qu'elle vaut. Ça va être un petit peu de la gestion en temps réel qui va se faire, et puis certains vont prendre des décisions par rapport à des convictions cette fois, et on va voir justement dans les cours comment tout ça va agir. Mais pour l'instant, on a juste une augmentation du nombre de volumes échangés, ce qui est normal, une augmentation de la volatilité implicite, ce qui est normal, mais personne ne se rue sur les options. Ça veut dire que donc personne n'est embêté, à part évidemment un peu la spéculation, mais qui, pour l'instant en tout cas,
n'utilise pas les options. Les options de baisse pour protéger les portefeuilles, c'est les gérants. La spéculation, là, je sais pas, elle a activé des stops sous le bas du range comme d'habitude. Et puis va essayer de se refaire dans les jours qui viennent. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est pas de décision des gérants, pas de contrainte de vente, pas de panique pour le moment. C'est ça, en fait, il est encore un peu trop tôt pour savoir si la mécanique d'un nouveau choc économique est en place ou pas. Sachant que, alors on parle beaucoup du détroit d'Ormuz sous l'angle pétrole, je rappelle, alors qui ne l'a pas entendu, 20% de la production mondiale passe par ce détroit, mais au-delà du pétrole, c'est le commerce mondial, c'est 11% du commerce mondial qui passe par ce détroit, c'est quand même relativement important, du coup, par la force des choses. On est peut-être en droit d'imaginer qu'un un choc économique mondial se profile. Ceci étant, et vous l'avez bien dit, et ce sont toujours les sondages de Deutsche Bank de Bank of America, qui sont intéressants à comprendre dans ce cadre-là. Eh bien, les institutionnels qui tradent le DAX, eh bien, ils sont passés acheteurs, figurez-vous, sur le DAX. Alors quand Hier. Hier. Hier, oui, bon ben voilà, ça se voit dans les options. Alors c'est un pari comme un autre. Hein. Après, vous allez avoir évidemment de l'argent qui va venir sur l'Europe. Ça a peut-être déjà commencé. Est-ce que c'est sur le DAX? Je sais pas. Ça va demander un petit peu de temps pour analyser ça en détail si jamais on arrive à le faire. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que sur le plan théorique, évidemment, tout ce qui se passe devrait avoir des conséquences, va avoir des conséquences si ça dure. La question, c'est est-ce que ça va durer et est-ce que finalement, on va pas trouver des façons de faire autrement qui ne vont pas paralyser l'économie mondiale avec justement ces problématiques d'échange. En fait, tout va se jouer autour de ça. Donc certains sont déjà en train de se dire, on va peut-être faire le pari du rebond. Le problème, c'est qu'à chaque fois que ça baisse, tout le monde parie sur un rebond, parce que depuis une dizaine d'années, on ne voit que ça. Il y a un moment où il va y avoir un problème la dette va être le prochain problème. Donc pour l'instant, tout le monde regarde ailleurs et prend ses dispositions, continue à faire comme d'habitude. Les gérants vont pas être les premiers à vous dire qu'il faut sortir du marché. Donc voilà, petit à petit, quelque chose va se mettre en place d'un peu plus profond. Mais pour l'instant, en tout cas, tout ce qui vient de l'inquiétude à très court terme est protégé par des calls, par des puts, et les portefeuilles sont protégés, personne n'est contraint d'agir. Il n'y a que la spéculation qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Bon voilà, pour l'instant, la situation, c'est... on n'est pas obligé de faire, on va attendre de voir pour ensuite prendre des décisions. Intéressante cette étude de Bank of America. Vous savez, Eric, quel est le principal risque pointé par les gérants, toujours alors dans le cadre de ce conflit au Moyen-Orient? C'est le risque de bulles spéculatives autour de l'intelligence artificielle. C'est toujours l'intelligence artificielle qui fait peur aux professionnels. Oui, c'est le narratif du moment. Je pense que de toute façon, ceux qui ont peur de ça n'ont pas investi dedans. Ceux qui sont déjà investis parce que, fait un petit peu de FOMO, ils se sont rués dessus, sont protégés aussi. On trouvera toujours des narratifs et des thèmes pour provoquer soit de l'euphorie, soit du pessimisme. C'est la vie des marchés, c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la réaction. C'est pas tellement l'analyse qui vient a posteriori ou la spéculation avant. C'est comment chacun prend les nouvelles et comment le gros réagit. Pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi et c'est mon opinion. La vraie bulle, c'est les ETF. Bon, après, on verra. Et effectivement, alors pareil, toujours très intéressant ces études, on n'a pas le temps, mais de toute façon, il faut distinguer les investisseurs institutionnels des particuliers. Et c'est marrant parce que le sentiment n'est pas le même chez ces deux profils. Les institutionnels sont confiants et sont repassés acheteurs hier, et les particuliers, c'est tout l'inverse, ils sont passés vendeurs. Oui, les particuliers vendent souvent quand c'est... rien, c'est une étude sous les yeux. Oui, non, mais c'est un cas classique. Hein. Je veux dire, c'est toujours au moment où on est au plus bas et près du rebond que les particuliers vendent, parce qu'ils ne tiennent pas. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc assez habituel sur les marchés, toujours comme ça se passe. Maintenant, vous remarquerez qu'on n'a pas beaucoup baissé, donc je pense que tous ceux qui ont des plus-values de l'année dernière n'ont pas envie de les voir partir cette année, donc peut-être qu'en effet, ils arbitrent très rapidement. Mais bon, tout ça est fait un peu à la va-vite, et puis bon, encore une fois, ce sont des chiffres. Je ne dis pas que Bank America vous balance n'importe quoi, évidemment pas, mais on parle d'une réaction à 3 jours, c'est rien du tout, donc il faut quand même prendre un peu plus de recul, je pense.
attendre C'est un ça, peu. effectivement. De toute façon, la clé de compréhension de ce conflit au Moyen-Orient, c'est la durée, en fait. Combien de temps il va durer et finalement, quelle va être la puissance et la déflagration de ce choc potentiellement inflationniste, mais surtout ce choc sur le commerce mondial. Euh, Absolument, oui, c'est ça, il faut euh, attendre un petit peu. Attendons un petit peu, prise de recul, objectivité, patience. Merci beaucoup. Stoïcisme, Eric Seban, stoïque, comme à son habitude. Avec nous, donc, pour comprendre comment fonctionne l'indice phare allemand, le DAX Futur, je précise. Eric Seban, trader, formateur et coach. Et également, vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Et vous êtes donc avec nous tous les jeudis. Je vous en remercie pour nous aider à déchiffrer les mouvements sur l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. De notre côté, nous, écoutez, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, on va retrouver James Etoitier, c'est Market Movers qui va nous parler S&P 500, argent et Bitcoin. À tout de suite sur Téléfinance.